Vous vous êtes jamais demandé comment, en tapant sur 5 touches au hasard sur votre clavier, vous arriviez à afficher un message sur votre écran? Comment, à base de quelques signaux électriques simples, des millions de pixels s'allumaient de manière plus ou moins ordonnée? C'est impossible! Eh bien, c'est grâce à une invention qui ne fête pas du tout son anniversaire aujourd'hui. C'est un jour tout à fait normal pour lui, d'autant qu'il s'en cache complet du jour qu'on est, puisque c'est un simple assemblage de quelques atomes sans âme, le transistor. Sans âme, mais qui a quand même littéralement façonné notre monde actuel. Et cet épisode n'est pas sponsorisé. Il a été rendu possible grâce au soutien des tipeurs. Voilà, pour le prix d'un café par mois, ou d'une bière, ou selon ce que vous buvez, je bois pas de café, vous pouvez soutenir notre taf, c'est comme acheter un journal, quoi. Après, si vous avez du pognon qui encombre, vous pouvez lâcher plus, Et en échange, vous avez accès à toutes les nouvelles vidéos en avant-première dès le vendredi soir de chaque sortie à 18 h. Et, j'ai oublié de le préciser, le plus important, sans les pubs. Et nous, ça nous permet de nous concentrer sur des vidéos qu'on a envie de produire sans se soucier des caprices de l'algo et des vues que la plateforme veut bien nous octroyer. Donc merci infiniment pour votre soutien, j'insiste vraiment, sans vous, cette vidéo n'aurait tout simplement pas été possible. Et juste petit message pour vous dire que je serai présent à la SF Connexion à Colmar les 1er et 2 février avec le frérot 12 parsec, mais également avec Astronico et les Astronomies, ainsi que les actrices de Smallville et Dorothée Pousseau, la voix de notre enfance, accompagnée de David Kruger et de la légende Pascal Légitimus en personne. Voilà, nous on sera là, comme ça, bonjour, ça va, miniature, tout ça, et eux ils seront là, juste à côté. C'est à Colmar les 1er et 2 février, tous les liens en description, et sur Instagram, vous êtes 4000 à me suivre là-bas désormais, donc faites-moi péter tout ça. Et épisode. Alors, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ça sent un peu le réchauffé, cet épisode. C'est marqué fait maison, mais la maison, elle a un arrière-goût de Picard réchauffé. Non. Alors, oui, il y a 8 ans tout pile, je sortais sur cette chaîne ma toute première vidéo de vraie vulgarisation sur l'invention qui a probablement le plus révolutionné le monde et façonné notre société moderne, et qui a fait que tout ça existe. Internet, les téléphones, la carte bancaire, les bagnoles, les fusées, l'IA, les rabbits avec 25 programmes de plaisir, le transistor. Et on va pas se mentir, cette vidéo est difficilement regardable aujourd'hui. Bon, déjà, le décor est assez cheap, j'étais même pas encore dans cet appartement-là, et surtout, le rythme, mon dieu, mais quelle catastrophe. Ouais, en plus, à l'époque, je connaissais pas Yann, un épisode sans lui, il manque un truc, quoi. Bien sûr que je suis là, ma poule. Ah, voilà, là, ça va mieux. Et du coup, je dois faire quoi dans cette vidéo? Ah, là, dans cet épisode? Non, rien, j'étais juste pour t'avoir. Allez, tu raconteras la suite à tes potes sur le chemin du retour. Salut, mon pote. Sans compter qu'il y a eu des petites mises à jour, et puis des petites erreurs et imprécisions que vous m'avez remontées dans les messages. C'était ma première, quand même. C'est donc pour ça que j'ai décidé de reprendre cette vidéo qui me tient très à cœur, mais à la sauce 2025, pour la moderniser et l'immortaliser dans une vidéo propre avec le bon décor, pour enfin passer à la postérité, et pour lancer la série que je vous promets depuis 8 ans sur les différents composants informatiques, disque dur, carte graphique, RAM, etc. Bon, la RAM, a priori, elle existe déjà sur la chaîne, mais bref. Le truc à la base de tout, le transistor. Le transistor est à la base de toute notre électronique, de notre communication, de notre gestion de pognon, le matage de porno, et donc de notre vie moderne. Vous en utilisez des milliards chaque jour, et à moins de vivre à Vierzon, ou pire, en Belgique, où on devrait voir les premiers exemplaires arriver cette année, difficile de passer à côté. Compression de transfert et de résistor, le fourbi a été inventé en décembre 1947 par les Américains John Bradin, William Shockley et Walter Brattain au sein des laboratoires Bell. Décidément, il va falloir que je fasse un épisode spécial dédié aux inventions qui ont été inventées au laboratoire Bell. Juste dingue. Invention pour laquelle ils recevront d'ailleurs le prix Nobel en 1956. Le transistor a remplacé le système de tube à vide utilisé jusque-là, très énergivore et volumineux. Alors, astroscepticisme en commentaire, tu m'as demandé le point commun entre la lampe à vide et le transistor. Alors je suis allé chercher parce qu'honnêtement, voilà. Un tube à vide... C'est Archéophénèque ? Aussi, oui, mais là on parle pas de celui-là. C'est un composant électronique, une sorte de gros tube sous vide, comme son nom l'indique, qui utilise un flux d'électrons pour contrôler un signal électrique. On a un plus et un moins. La cathode va émettre des électrons qui vont ensuite être attrapés par l'anode, et comme les transistors, ils amplifient les signaux, et ils servent de commutateurs, donc pour faire passer ou non un courant. Ils étaient très utilisés jusque dans les années 60 pour les ordinateurs, dans leurs circuits électroniques. Et on en a encore l'usage aujourd'hui, les fameux amplis audio haut de gamme, les amplis à lampe pour les audiophiles, comme les mécanophiles, mais pour l'audio, les équipements militaires et radars, et applications haute fréquence comme les ondes radio et les micro-ondes. Et pour tout le reste, c'est full transistor maintenant. Par contre, forcément, c'est gros. Il faut quand même la place pour mettre le tube sous vide, et éviter que ce soit trop petit pour pas qu'on arrive à des effets quantiques au niveau de l'électron. Ça consomme énormément aussi, il faut d'abord le chauffer pour que ça marche, c'est lent, pas fiable, ça tient pas longtemps, ça coûte cher. On parle toujours de tube à vide ou de 12 parsecs?
toi tu vas avoir des problèmes. Si on compare par exemple à un Ryzen 9 et ses 8,6 milliards de transistors rangés dans 4 cm de côté, si on remplaçait les transistors de quelques nanomètres par un tube à vide de 4 mm, qui est globalement le truc le plus petit qu'on peut trouver sur le marché actuellement, on arriverait à une puce de 370 km de côté. Dans un appartement parisien, ça passe pas. Tu vois une puce déjà de 1985 quand on la remplace par l'équivalent de tube à vide en 1955, c'est pas la même. Hein. Alors bon, techniquement le transistor existait déjà, donc Doc aurait pu... Bref. Le transistor de nos 3 gus à l'époque, c'est un transistor bipolaire. À base de germanium. C'est pas encore du silicium comme on a aujourd'hui. Par rapport au tube à vide, on gagne en consommation, en taille et en fiabilité, et il va vite s'imposer partout. Le transistor est une telle révolution à l'époque que dans les premières aventures d'Iron Man, dans le numéro 39 de Tales of Suspense en mars 1963, Tony Stark les utilise à toutes les sauces pour doter son armure de pouvoirs quasi mystiques. Voler, devenir invisible, invincible en s'adaptant instantanément. Dans la vraie vie, bon, c'est un poil moins ouf. Il est utilisé pour 2 fonctions. L'amplification, il va servir à amplifier les faibles signaux électriques, comme dans une radio, autrefois communément appelée transistor. Où est Heinrich von Simmel et pose ce transistor. Et la commutation, passage ou blocage d'un signal électrique. Et nous, c'est ça qui va nous intéresser. Le blocage ou non d'un signal. Mais aussi l'amplification un petit peu. Un transistor est un composant semi-conducteur qui va plus ou moins laisser passer les électrons selon les conditions. En gros, c'est un interrupteur. Il laisse passer le courant électrique ou pas. Nuit, jour. Alors bon, dit comme ça ne sert à rien. Nuit, jour, nuit, jour. C'est pénible là, hein? Nuit, jour. Nuit, jour. Mais ce qui va être assez génial avec ces petites douceurs, c'est qu'on va pouvoir les assembler pour créer ce qu'on appelle des portes logiques, qui vont permettre de modifier le signal et de l'amplifier. Et donc, si on s'y prend bien, de faire des calculs de manière ultra rapide. Parce que ouais, c'est ça leur principal atout. Ils sont très cons, mais ils sont imbattables en termes de vitesse d'exécution. Tout l'inverse de Yann. Enfin, juste sur la vitesse d'exécution, sinon le reste est pareil. Et quand je dis les assembler, c'est genre sa mère beaucoup assemblé. En 1950, on invente le transistor à effet de champ qui utilise une tension électrique pour contrôler le passage de courant à travers un semi-conducteur. C'est l'ancêtre des MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, qui sont aujourd'hui les transistors les plus courants. En 1954, c'est le premier transistor en silicium, en sable quoi, qui voit le jour chez Texas Instruments. C'est plus stable aux hautes températures que le germanium utilisé jusque-là. Sans compter que bon, c'est du sable quoi. Il s'insinue partout. Pas la peine de se faire suer à en trouver comme le germanium. Bah quoi, il y en a plein sur le balcon de Tata Simone. Non, ça c'est des géraniums. Et ça marche pas? Faudrait demander, mais je pense pas. Hein? Et si vous regardez, ça fait sens, hein, puisqu'ils sont sur la même colonne du tableau périodique. Donc ils ont des propriétés à peu près similaires. En 1960, c'est le MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, inventé par Mohamed Attallah et Dawon Kang, qui voit le jour au Bell Labs. Le MOSFET, c'est aujourd'hui le transistor le plus utilisé au monde, qui a permis les créations des circuits intégrés, microprocesseurs, mémoire, et est à la base de toutes nos brels modernes. Et justement, en 1971, le premier microprocesseur commercial sort de chez Intel, l'Intel 4004, composé de la somme vertigineuse de 2300 transistors. Combien? Mon premier PC en 1989 était équipé d'un splendide Intel 486 contenant 1,2 million de ses joujoux, et aujourd'hui c'est grâce aux 8,6 milliards de FinFET, le descendant des MOSFET, de mon Ryzen que vous pouvez voir cette vidéo. Et sinon la puce Apple M2 en héberge, elle, 20 milliards. 20 putains de milliards de transistors de 5 nanomètres. C'est juste absurde tellement on se représente pas. D'ailleurs, petite précision sur les processeurs en attendant la vidéo dédiée. Je me suis longtemps posé la question de la différence entre les processeurs genre i3, i5, i7, i9. Pour moi, ça a toujours été comme différents moteurs, avec une architecture peut-être différente, etc. Et que nenni! En fait, les processeurs sont tous les mêmes. C'est tous des i9, avec plus ou moins de handicap. À la base, on a des plaques de silicium pur qu'on va découper en très fines galets. Là-dessus, on va venir graver nos différents processeurs selon tous le même schéma. La plaque vierge de silicium passe d'un prix de 100 $ à 100 000 $ une fois fini. Voilà pourquoi c'est cher, un pros. Bref, des dizaines de processeurs sont gravés sur la plaque, sauf que, comme on l'a vu, chaque transistor aujourd'hui est tellement petit que le moindre grain de poussière, c'est un immeuble à côté. Et ça peut venir perturber le fonctionnement. Donc avant la mise sur le marché des puces, Intel et AMD testent chaque nouveau processeur. Celui qui va très bien marcher de manière optimale, qui n'a pas été emmerdé par de la poussière, va être un i9. Celui qui a des altérations microscopiques plus importantes sera un i3,
avec tous les dégradés entre les deux, ou alors un processeur juste inutilisable qui sera jeté à la poubelle. Voilà, c'était juste pour la petite précision, on y revient très bientôt dans un épisode dédié aux microprocesseurs. Nos transistors MOSFET sont donc composés de silicium, de sable, et enrichis en bord, créant ainsi un matériau de charge électrique négative, ou de phosphore, créant à l'inverse un matériau de charge positive, et schématisé comme ceci. Ce qui permet, selon que le signal d'entrée est positif ou négatif, de faire circuler un courant ou de le transformer. En associant plusieurs transistors, en les encapsulant, on peut donc ainsi créer plusieurs portes logiques sur la base de 3 opérations. Juste 3. NOT, AND et OR, à partir desquels un ordinateur sera capable de tout faire. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, voyons concrètement les applications avec un exemple simple. Fabriquons ensemble la machine la plus stupide et inutile du monde. Prenons un clavier muni d'une seule touche et d'un écran monochrome de 8 pixels sur 8 pixels. Monochrome égale pixels allumés ou éteints. Ouais, mais rigolez pas, j'ai commencé comme ça sur mon premier ordinateur, c'était en 1900. Si sur notre clavier, on pourrait se contenter d'un signal électrique simple, nuit, jour, sur un clavier normal, donc avec un peu plus de touches, on distingue chaque touche grâce à un code binaire propre à 8 chiffres, un octet. Le code pour envoyer un 0 étant celui-là, pour 1, celui-là, et pour P, mais c'est un abus de langage de parler de 0 et de 1, en fait c'est un courant ou une absence de courant. En gros, quand on appuie sur notre touche P, ça produit un courant de cette forme-là. Un astérisque par exemple, c'est ça, et au hasard un H, ça donne ça. Si on reprend notre écran de merde à présent, et qu'on veut afficher notre lettre, en considérant qu'un pixel allumé correspond à un 1 et un éteint à 0, ça nous donne ça. Et c'est là qu'on voit que les deux signaux n'ont absolument rien à voir. En même temps, on part d'un signal, on va dire, logique, pour arriver à une forme totalement arbitraire. Pourquoi le P a cette forme-là et pas une autre? J'ai pas la réponse, hein, je cherchais pas, il n'y a pas de fin à la phrase, juste, j'en sais rien. Mais le P a cette forme-là, alors que le signal, lui, ne correspond absolument pas à la forme d'un P. Mais alors, comment passer de l'un à l'autre, me direz-vous? Ben si, c'est dans le titre de la vidéo. Concentrez-vous un peu... Bref, les transistors. Par un subtil et complexe enchevêtrement de transistors, nos portes logiques donc vont transformer le signal venant du clavier en signal plus complexe envoyé à l'écran. Même si on avait une machine dont la fonction n'est d'afficher que le P, ben on n'enverrait même pas un signal à 8 octets, on enverrait juste un signal allumé ou éteint qu'on devrait transformer entre le clavier et l'écran pour faire en sorte que l'ensemble des pixels affiche bien un P à l'écran. On va donc assembler nos transistors et créer ce qu'on appelle des portes logiques. Des assemblages qui vont modifier et amplifier le signal de départ pour passer de ça à ça. Si on place un transistor comme ça dans un circuit, on va créer une porte NOT qui va transformer un 0 en 1 et inversement. En montant 2 transistors en série, on obtient une porte AND. Elle va envoyer un signal selon cette table de vérité. Si A et B égale 1, alors 1 et 0 dans tous les autres cas. Si on monte les transistors en parallèle, on obtient une porte OR. Si A ou B, ou les deux, alors égale 1. Voilà, c'est assez simple. Signal d'entrée, 3 modifications, et on peut modifier le signal de sortie assez facilement. Et on va ainsi pouvoir créer 4 autres portes. NAND, qui est une porte AND suivie d'un NOT, une porte NOR, une porte OR suivie d'un NOT, et une porte XOR. Non, fais pas cette vanne pourrie, vraiment. Mais les gens l'attendent, c'est sûr. Mais justement, c'est trop convenu, c'est nul, on n'est pas chez Obian ici, un peu de subtilité. Il fallait le faire pour ton audience, tu leur dois bien ça. Non mais laisse, c'est sympa en fait. Une porte XOR donc, ou exclusif, hein, A ou B, mais pas les deux. Et une porte XNOR, ou exclusif, suivi d'un autre. Voilà, c'est assez simple. Et non, ça fait un peu peur, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Juste, c'est plein de manières différentes de changer un signal d'origine. Et par la magie d'un montage électronique complexe, notre machine va donc pouvoir afficher un P majuscule. Oui, parce qu'à ce niveau-là, notre machine n'est capable que d'afficher un P majuscule. Si on voulait afficher un P en italique ou en lettres manuscrites, il faudrait un autre arrangement de transistors. Et en minuscule, le signal d'entrée étant différent, il faudrait encore un nouveau schéma électronique, de nouveaux transistors arrangés différemment pour
produire un nouveau signal de sortie. Et on commence à voir les limites de ce petit objet, capable uniquement d'envoyer un signal. Jour. Ou non. Nuit. Pour faire une simple addition, il faut créer un réseau déjà assez complexe, et il sera incapable d'effectuer l'opération inverse. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que c'est aussi révolutionnaire? Eh bien, comme on l'a dit, sa rapidité. Vous voyez les lettres à côté des caractéristiques, là, GHZ, ça veut dire qu'il y a 1 milliard de signaux électriques qui peuvent le traverser en une seconde. Donc un processeur normal d'ordinateur cadencé à 4 GHz, c'est 4 milliards de signaux électriques à la seconde. Combien? Revenons à notre écran. Le P est formé de pixels éteints, 0, au milieu de ceux allumés, 1. C'est très pixelisé. Du coup, si on veut lisser les arrondis, il faut que les pixels soient capables de s'allumer plus ou moins. Alors, dans l'absolu, ça va rien lisser, hein. Ça va juste donner l'illusion d'un arrondi. On va donc les contrôler non plus avec un seul bit, mais avec 8, ce qui donnera 256 nuances de gré. Il faut que tu arrêtes de mettre ton nez dans les scripts, hein. J'ai bien compris que... Bref, allons donc du blanc 100%, 100% allumé, au noir 100% éteint, avec toutes les nuances au milieu. Parce que oui, les transistors ne vont délivrer que ça, des 0 ou des 1, pour l'affichage d'une lettre, une nuance de gris, ou nous tirer les larmes dans un film d'animation. Pour afficher notre lettre, ce n'est plus 64 bits qu'il faut envoyer, mais 512. Passer donc de 8 à 512, et donc potentiellement des milliers d'opérations logiques à effectuer. Pour avoir la couleur, on va associer 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu, chacune étant plus ou moins intense, contrôlée, donc chacune par 8 bits. Hein. C'est comme notre nuance de gris, sauf qu'on là, on va faire des nuances de plus ou moins allumées pour le rouge, plus ou moins allumées pour le vert, plus ou moins allumées pour le bleu. Et comme bien sûr, on ne va pas se contenter d'une résolution de 8 pixels par 8 pixels à l'heure de la HD et du 4K, si on augmente le nombre de pixels à cette résolution, soit 3840 de large sur 2100 de haut, on obtient la somme vertigineuse de 200 millions de signaux électriques envoyés par votre transistor par votre carte vidéo pour chaque image. Et comme il y a 25 images par seconde, ça fait 5 milliards de 0 et de 1 pour chaque seconde que vous regardez. Combien? Et si vous passez en 60 images par seconde ou en 3D stéréo, vous voyez le travail effectué par ces petites bestioles. Et là, on parle uniquement de signaux envoyés, parce que les signaux, potentiellement, il faut les calculer avant. Si vous calculez de la 3D, si vous devez calculer par rapport, encore une fois, à la manière dont réarranger les lettres, etc., ça fait des calculs en plus. Il y a des milliers, voire des millions d'opérations qui sont faites en amont pour pouvoir ensuite envoyer ce signal final. Bon, mais tout ceci est très schématisé, parce qu'en vrai, c'est encore plus complexe que ça. Les images sont compressées, elles n'arrivent pas telles quelles. Ça serait bien trop lourd, plusieurs dizaines de gigaoctets par seconde, en vrai, on n'a pas forcément besoin de toutes ces informations. Quand vous regardez Netflix, les transistors de votre carte réseau vont donc traiter une soupe de 0 et de 1 primaires, un peu comme les 8 bits de notre P au début, qui n'ont absolument rien à voir avec notre image finale. Ensuite, les envoyer vers un logiciel, un aiguilleur si vous préférez, qui va indiquer au signal de passer par tel ou tel groupe de transistors, recalculer le signal, qui va ensuite être envoyé à la carte graphique, qui va de nouveau les transformer avant de les envoyer vers votre écran. La vidéo sur la compression est ici, hein, pareil, il y a quelques petites mises à jour à faire je pense, mais voilà, il y a les bases pour comprendre comment les images sont compressées et pourquoi le streaming c'est dégueulasse. En 1946, l'ordinateur ENIAC de l'armée américaine, constitué de près de 17 500 lampes à vide et pesant 30 tonnes, occupait une pièce de 160 mètres carrés et n'effectuait que 5000 additions et multiplications à la seconde. Aujourd'hui, le pros de votre ordinateur contient plus de 8 milliards et demi de transistors dans un espace de 4 cm de côté. Et presque 4 milliards d'opérations donc à la seconde et 2 milliards pour le pros de votre iPhone. Un transistor aujourd'hui mesure entre 5 et 20 nanomètres. Voilà à quoi ressemble un grain de poussière à côté, hein, encore une fois. Bien, revenons à notre machine pourrie. On a un signal de 8, 0 et 1 qui part vers notre ordinateur. Il va lui falloir interpréter ce signal maintenant. Oui, parce qu'une même touche, selon qu'on soit un clavier AZERTY ou QWERTY, ça affichera pas la même chose à l'écran. Et si on appuie sur CTRL en même temps, ou si on est dans un logiciel spécial ou dans un jeu vidéo, les touches vont avoir des fonctions très différentes. Pourtant, le signal qui part est toujours le même, lui. Donc, le signal arrive à un premier aiguillage. Et grâce à l'arrangement particulier des transistors, il va déjà être modifié. Lettres, instructions, raccourcis. Mais comment ça se change les aiguillages? Les transistors sont physiques, on ne va pas les changer de place. Eh bien, grâce au logiciel déjà. Certains transistors sont couplés à des condensateurs qui vont garder une charge électrique ou pas, changeant ainsi leur état et donc leur fonctionnement. Selon que je suis sous Word ou dans un jeu, ma touche pressée donnera un résultat différent selon comment le logiciel modifie le chemin d'entrée à l'ordinateur. Par exemple, tu as deux logiciels, Road Trip ou course. Course Leclerc, hein, pas course. Le signal, c'est le même. C'est toi qui sors de ta carré pour aller au garage. Si le logiciel Road Trip est lancé, tu as la porte moto qui s'allume. Et si c'est le logiciel course, la porte moto est fermée, c'est la porte voiture qui va s'allumer. Et si tu as le logiciel vélo taffeur, bah tu vas prendre le vélo pour tout. Les courses, les gamins, les tournages à 150 bornes de chez toi sous la pluie à 4,
l'acrobranche, etc. Le logiciel va juste aiguiller vers telle ou telle option grâce aux condensateurs couplés aux transistors qui vont leur donner des fonctions différentes. Le signal, dans le cas de ma lettre, est ensuite acheminé vers la carte graphique qui va l'interpréter selon les instructions que le logiciel lui envoie elle aussi. Taille, police, style, etc. Et créer un nouveau signal qu'il va envoyer à l'écran. Ou alors il va créer un signal d'instruction qui va suivre un autre chemin et qui va déclencher une action dans un jeu par exemple, ou un affichage dans la barre de recherche de Google pour que nous on sache ce qu'on a tapé, et une instruction vers le moteur. On envoie un signal, un logiciel et l'architecture de la porte d'entrée vont modifier ce signal en changeant l'état électrique de certains transistors et pas d'autres, ce qui va permettre de modifier et d'aiguiller le nouveau signal vers d'autres combinaisons de transistors jusqu'au résultat final pour notre émerveillement. Il y a plein de couches différentes plus ou moins profondes, le BIOS, l'OS de votre ordinateur, avant même de parler du logiciel, le matériel, etc. Et j'ai pas parlé de la RAM. Mais l'épisode est toujours là. Alors bien entendu, c'est pas parfait. Il y a des bugs des fois, un simple transistor sur 1 milliard et c'est tout le résultat final qui est foiré. Mais justement, la multiplication de ces petites merveilles et leur extraordinaire rapidité permettent de pouvoir tester les signaux, créer des chemins secondaires pour être sûr que quand vous tapez vidéo de Choupi sur Google, ça n'écrive pas au hasard d'un bug totalement indépendant de votre volonté, vidéo de Sydney Sweeney nu. Ah, rigolez pas, c'est arrivé à un pote, il a eu du mal à justifier auprès de sa copine. Hein. 40 ans, le gars, il cherche des vidéos de Choupi. Qui fait ça? D'ailleurs, chez Bell Labs, ils ont mis au point aussi des logiciels de correction de bugs. Mais on va y revenir. Oui, parlons de bugs. L'origine du mot bug est souvent attribuée à un insecte qui serait venu se cracher dans l'un des relais magnétiques du calculateur Mark II de l'université d'Harvard. Cependant, on trouve l'origine du mot bug déjà au 19e siècle chez notre ami Thomas Edison, qu'il a probablement volé à quelqu'un avant. Il pourrait dériver de l'ancien allemand boguer, ou lutin en français, ou de l'anglais bugbear, hein, l'équivalent du croque-mitaine. Baba Yaga. Mais s'il est avéré que le mot bug apparaît bien chez Thomas Edison au 19e siècle, ainsi qu'en 1931 dans le premier jeu de pinball qui se vantait d'être dépourvu de bugs, c'est pourtant bien Grace Harper en 1960 qui généralise et démocratise ce mot suite à l'incident du fameux papillon suicidaire qui est venu faire kamikaze dans le bestiau. Tout dépend à partir de là de ce qu'on entend par origine. Si c'est la première fois qu'on a utilisé le mot, ou si c'est le moment où ça a été démocratisé. Les transistors sont partout, dans notre carte bleue, dans nos ordinateurs bien entendu, nos bagnoles, et pas seulement celles qui se conduisent toutes seules, dans nos mixeurs comme dans les satellites. Bon, dans le premier cas, ça sert juste à conserver les vitamines du kiwi, dans le deuxième, à sonder les mystères de l'univers ou à nous guider par GPS. Mais certains humains sont déjà équipés de puces électroniques, comme Kevin Warwick, sans compter les dernières prothèses augmentées, et bientôt les humains connectés directement avec des électrodes dans le cerveau. Ils permettent de sauvegarder les meilleurs moments de notre vie ou de ne la ruiner en jouant à Pokémon Go, de créer des effets spéciaux hallucinants ou pas, de télécharger, légalement ou pas, des séries, du porno, des films, du porno, de la musique, du porno. Oui, ben ça va, on a compris. De regarder cette vidéo tout en calculant de la 3D, si tu es de nouveau dans ce cas-là, comme pour la précédente version, contacte-moi en commentaire. D'acheter un poncho en mohair à l'autre bout du monde en un clic, de sécuriser cet achat, de balancer un petit tip, d'organiser l'emploi du temps des gamins ou de simuler les phénomènes les plus complexes, comme les tornades ou le Big Bang, en calculant l'interaction de milliards d'éléments interconnectés. Et tout ça à partir d'un tas de sable. J'espère que cette petite mise à jour de la première vidéo vous a plu. Il y en aura 2-3 comme ça cette année. On est passé très vite sur beaucoup de notions plus ou moins velues, le but n'étant pas de vous ensevelir sous des montagnes de détails complexes, mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur tel ou tel point, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci encore une fois au tipeur d'avoir soutenu sa création, hein. Sans vous ça aurait tout simplement pas été possible, et moi j'aurais trouvé ça très dommage. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant sur comment marche votre ordinateur, mais également votre téléphone ou tout autre objet électronique un peu foutu de la même manière. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, ou sinon à la SF Connexion à Colmar dans 15 jours. Et d'ici là, n'oubliez pas que le génie est partout.